Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Je vais devoir avoir la rude tâche de vous apprendre que vous ne pourrez rien faire pour la mobilité sur vos territoires. Mais je vais également avoir la extrêmement bonne nouvelle de vous dire que vous pouvez également tout faire pour la mobilité sur vos territoires si vous vous adressez aux bonnes personnes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage-là, issu de la série South Park. Il s'appelle Captain Hindsight. Captain Hindsight, il a le super pouvoir de ne sauver personne, mais de dire qu'est-ce qu'on aurait dû faire. Je suis votre Captain Hindsight de la journée. J'espère pour autant qu'on pourra sortir de ce personnage-là et rentrer, on le souhaite, dans des actions, des activations, voire une ligne directrice pour votre travail sur vos territoires, pour vos mobilités. On l'a rappelé hier en plénière, c'est le sujet majeur en termes de transition en France. Je vais pouvoir vous balancer quelques chiffres, je ne les ai pas mis sur l'écran parce que je voulais chercher des choses plutôt visuelles, plutôt des cartes qui vont vous montrer l'état de déliquescence des choix politiques en termes de mobilité à travers notre territoire français. 32%, c'est le pourcentage d'émissions carbone liées au transport en France. C'est le plus important et c'est aussi le seul qui ne baisse pas. 70%, ça a été rappelé hier, c'est la part des émissions carbone liées au transport dans le milieu du tourisme. Ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez pour faire transitionner toutes les activités que vous faites, que vous proposez, tous les processus dans vos bureaux, tant que les personnes qui viendront vous voir auront l'obligation d'utiliser des moyens carbonés, vous ne pourrez pas opérer la transition sur vos territoires. Vous pouvez essayer de les encourager, vous pouvez essayer de leur donner envie. La plupart d'entre vous ont déjà d'ailleurs activé ce genre de choses et vous frottez à la réalité. Nos envies ne rencontrent pas les moyens auxquels on a accès en tant qu'opérateur de transport, en tant qu'opérateur de tourisme. La carte que vous avez derrière vous, elle est assez facile à comprendre. Vous avez d'un côté le réseau ferré en France en 1925, le réseau ferré en 1997. Pourquoi je ne peux pas vous proposer une carte plus actuelle? Parce qu'en fait, il y a un problème avec ces visualisations. La plupart des cartes que vous avez pu voir tourner dans la presse font mention également des petites lignes, des services qui ne sont pas au gabarit des transports qu'on peut connaître à l'heure actuelle, à savoir avoir la capacité de faire passer des TGV. La carte que je vous montre ici, c'est vraiment les lignes sur lesquelles tous les TGV, tous les trains TER pourraient passer. Très clairement, les lignes ferroviaires ne poussent pas sur les arbres. S'il y en a qui arrivent, c'est parce qu'on l'a choisi. S'il y en a qui disparaissent, ce n'est pas parce que vous l'avez choisi, c'est parce que le gouvernement, les États, les autorités l'ont choisi. Première accroche pour vous. Si vous voulez que les gens viennent en train, il ne faut pas encourager les gens à prendre le train. Il faut encourager les gouvernements, régions, autorités à remettre la politique ferroviaire au centre de leurs priorités. On a vécu une séance électorale mitigée, diront certains, cette année. Je vous invite à essayer de réfléchir combien de fois les mots transport et mobilité ont été prononcés par tous les candidats et candidates. Pour certains d'entre eux, d'ailleurs, l'objectif était de repousser la fin de la voiture thermique au-delà de 2025. Pour d'autres, c'était de placer la voiture électrique comme étant l'alpha et l'oméga de la transition. On en reparlera tout à l'heure. Une autre information qui peut être importante pour vous, c'est la façon dont vous pouvez encourager les gens à payer du transport. Le tableau que vous avez sur votre écran vous montre qu'en France, à l'heure actuelle, il coûte 2,6 fois plus cher de prendre le train que de prendre l'avion sur un trajet comparable. Est-ce que c'est audible pour vous de demander à vos clients et à vos clientes de venir en train, sachant que vous leur demandez de prendre un moyen de transport qui est beaucoup plus cher, sachant que vous n'avez pas la main mise sur ces questions-là? Allez, on va continuer, on va descendre un peu les choses avant de remonter. Vous avez une carte ici, ça va être à votre gauche, je crois, ou à ma gauche. Bref, en 1981, la desserte des trains de nuit en France. L'autre carte, c'est en 2020. Je n'ai pas mis 2024 parce qu'on nous a ouvert 2 nouvelles lignes. En fait, on les a remis à jour. Ils ont fermé. À l'heure actuelle, celle qui vous est mentionnée, Briançon, va être fermée une bonne partie de l'hiver parce qu'on doit faire des travaux. Parce qu'on doit faire des travaux dans la Drôme pour pouvoir remettre à niveau des lignes qui ne sont pas encore électrifiées. Encore une fois, le train de nuit, ce n'est pas un phénomène naturel. Ils n'arrivent pas, ils ne s'en vont pas avec les saisons. Ce sont des choix politiques, des choix faits par les gouvernements successifs. Est-ce que vous, en tant que territoire, vous vous êtes déjà posé la question de savoir ce que vous pouvez faire pour influer sur ces choix-là? C'est ce que je viens vous poser comme question aujourd'hui.
Par contre, il y a des choix politiques qui sont clairement faits pour d'autres sujets de transport. Ce que je vous présente ici, c'est issu du dernier rapport du réseau Action Climat. Ça vous montre la part d'émissions carbone liées au vol en fonction des quintiles de population, donc des moins aisés aux plus aisés, et en fonction des typologies de transport. Première nouvelle, on prend l'avion pour le loisir, principalement. À part une catégorie qui se distingue, les moins aisés, les 20% moins aisés, prennent l'avion surtout pour retrouver leur famille. Mais pour les plus aisés, certainement beaucoup d'entre nous ici, l'avion est un loisir. Prendre l'avion est un loisir. Comment est-ce qu'on encourage ces gens-là, peut-être pour l'instant pas à ne prendre l'avion, et de pouvoir contribuer à l'effort un petit peu plus? Pendant le mois d'octobre, on va vous parler d'une taxe grand voyageur. Plus je prends l'avion, plus je paye, à l'inverse des miles. Ça pourrait paraître injuste, manque de peau, c'est sur les foyers les plus aisés qu'on va imposer ces questions-là, ceux qui ont les moyens. Deuxième information, le tableau que vous avez en dessous. En France, à l'heure actuelle, il existe des taxes sur l'avion. Enfin, il existe des taxes. Il existe un simulacre de taxes quand on regarde les autres pays. Donc le tableau qui vous est montré en dessous, ce sont les taxes qui existent dans les aéroports, dans les pays où il y a les 4 plus grands aéroports européens. J'ai regardé les chiffres juste avant de monter sur scène. En moyenne, en ce moment, on est à 12 000 vols achetés par mois. Ne serait-ce que de passer à 20 € de plus sur la taxe dans les aéroports, c'est de l'argent qu'on peut engranger. On nous a dit qu'il n'y avait pas d'argent magique. On vient de trouver un arbre magique qui imprime des billets à chaque fois qu'on rajoute un petit peu de taxes. Et ça tombe bien, les gens qui prennent l'avion ont la capacité de payer 20, 50, 100 € de plus, puisque ceux qui prennent le plus l'avion sont ceux qui sont les plus aisés. Regardez nos amis britanniques. Vous voyez le manque à gagner qu'il peut y avoir. Et je ne parle même pas de taxes sur le kérosène de l'aviation, puisque vous toutes et tous qui avez un véhicule payez des taxes à la pompe. Sachez que nos amis dans l'aviation n'en payent pas. Mieux encore, ils reçoivent des chèques de 7 milliards à la sortie du Covid. Fut un temps, moi j'arrive des Alpes, je suis désolé, fut un temps, on nous présentait la destination montagne avec ces belles images. Il y a un fait historique qui fait que ça a changé, qui découle d'une décision politique. Les JO de 92. En 92, on a construit des belles autoroutes pour aller dans nos Alpes du Nord. Et à partir de ce moment-là, bizarrement, les affiches qui nous montrent qu'on peut monter avec sa voiture dans un train, les affiches qui nous montrent qu'on peut aller tout chousse avec le train, d'ailleurs une image assez moderne finalement de chausser un train pour pouvoir aller à la montagne, ont disparu. Et maintenant, ce qu'on nous montre année après année, c'est des bouchons interminables pour aller en station, notamment du côté de chez nous dans les Alpes du Nord. Encore une fois, est-ce que les autoroutes poussent comme des champignons? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y a des événements majeurs qui arrivent et qui peuvent nous permettre de changer les décisions politiques? On nous parle de JO 2030. Je vous laisse savoir ce qu'on peut faire en 5 ans de ce côté. On va remonter, et j'ai fait un peu le faillot. Alors, je sais qu'on n'est pas exactement en Occitanie, on est juste à côté, mais il y a des bons élèves. Des bons élèves qui prennent des décisions politiques qui ont à voir avec le loisir, on revient sur ces questions de loisir, et le transport. Dans la région Occitanie, il existe le ski rail. Vous payez la moitié de votre forfait, vous payez la moitié de votre transport, et vous pouvez vous rendre depuis des grands centres urbains directement dans 10 stations partenaires. S'il y a des gens dans la salle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être qu'on peut s'interroger en termes de partage de compétences, comment la région Occitanie arrive à mettre en place un tel système, et pourquoi nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, en PACA ou en Nouvelle-Aquitaine, on n'en serait pas capable. Quelle est la manne financière secrète à laquelle a accès Madame Delga qui n'est pas accessible dans les autres régions? Des questions peut-être à poser à nos dirigeants. Je vais être un peu arrogant aussi et vous partager des outils, parce que le propos est de dire que arrêtons de mettre notre focus sur la technologie. À l'heure actuelle, la technologie, elle est fonctionnelle, elle est en avance sur le politique. Ce que je vous présente ici, c'est grâce à nos amis d'Antidote, que vous pouvez retrouver dans les exposants. Ils ont créé pour nous un outil qui s'appelle pomobility.com. C'est un outil qui permet de réserver depuis partout en Europe, jusqu'à l'heure actuelle, 110 stations pour notre version à nous, dans les Alpes, Savoie-Haute-Savoie, des trajets en transport décarboné en les classant du moins carboné au plus carboné. Je vous ai fait un exemple assez simple. Partir de Stuttgart à 9 h, arriver le soir à Bourg-Saint-Maurice, profiter de tout ce qu'il y a à faire pendant une semaine. Ça a l'air de bien marcher comme ça. Essayez de faire une recherche au mois d'avril. Essayez de faire une recherche le jour où la région a décidé qu'il ne devait plus y avoir de trains et de bus, plutôt de bus qui montent dans les vallées.
À ce moment-là, le prix, c'est plus 138 €, mais c'est le prix d'un taxi pour faire 40, 60, 100 km des fois. On passe du simple au quintuple, des fois beaucoup plus. Comment voulez-vous dire à vos clients, venez en train, on va vous accueillir, c'est le geste que vous voulez faire. Par contre, il faut que vous doubliez, tripliez, quadrupliez le prix de votre séjour. Comment est-ce que ça peut être compatible avec l'idée qu'il faut rouvrir nos territoires de tourisme à plus de gens, avec moins de revenus qui peuvent venir plus souvent? Cette question-là, elle est extrêmement importante et elle découle encore une fois du fait de ce que je vais vous partager aujourd'hui. On n'a plus besoin de courir derrière la technologie. On a besoin de courir derrière nos politiques qui vont nous permettre d'alimenter les moteurs de recherche, les moteurs d'achat qui sont fonctionnels. Et encore une fois, je vous encourage à aller chez Antidotes en vous rappelant que je n'ai pas d'action chez eux. Simplement, ils font du bon boulot. On va rentrer dans des choses plus techniques pour les 5 dernières minutes. Vous avez en haut de cette slide-là l'équation du carbone en lien avec les mobilités. C'est le chercheur Aurélien Bégaud, qui est une des autorités en la matière en France, qui nous l'a partagé et qui vous montre déjà une première chose. Regardons les flèches du bas. D'un côté, ce que la technologie peut nous apporter en termes d'économie carbone. De l'autre côté, ce que la sobriété peut nous apporter. Encore une fois, a-t-on vraiment besoin de la technologie dans ces questions-là? Je vous laisserai y répondre par vous-même. L'équation du carbone dans les mobilités, elle se tient en 5 facteurs. La demande de transport, combien de gens veulent se déplacer, combien de fois ils veulent se déplacer. Le report modal, est-ce qu'on est capable de passer d'un mode de transport à un autre mode de transport? Est-ce qu'on est capable de les articuler les uns avec les autres? Un sujet que vous connaissez très bien aussi. Est-ce qu'on est capable de remplir les véhicules? Je vous invite à regarder autour de vous quand vous allez au travail le matin et à compter combien de voitures il y a plus d'une personne qui affiche. Dans certains pays, on réserve même des lignes de transport spécifiques aux gens qui sont au covoiturage. Pour l'avoir vécu, quel plaisir intense de faire coucou à tout le monde qui est pris dans son trafic, alors que nous, on est 2, 3, voire 4 dans la voiture. Encore une fois, est-ce que ça devrait être un engagement personnel ou est-ce qu'on ne pourrait pas activer des politiques pour encourager ces choses-là? Le département de la Savoie a fait le pas. Avec BlaBlaDaily, ils ont mis en place un système qui récompense et les conducteurs et les passagers. Les passagers, pour leur trajet du quotidien, ne payent pas à partir du moment où ils utilisent BlaBlaDaily et les conducteurs gagnent de l'argent. On peut se poser la question également de la consommation énergétique des véhicules. Les véhicules consomment de moins en moins. Malheureusement, ils sont de plus en plus lourds. Ce qui fait que la technologie se fait dépasser par la culture. Les SUV ont gagné la bataille culturelle. Avoir une grosse voiture, pour une raison qu'on ignore, c'est quelque chose qui marche vachement bien, mais qui met à mal les progrès technologiques. Et finalement, il y a la question de l'intensité carbone de l'énergie. En France, certains diront on a la chance d'avoir du nucléaire. Moi, je vous dirais on a du nucléaire. Autant s'en servir pour l'instant. Et donc, ça m'amène à ce que vous avez en dessous. Pour 100 kWh de batterie, avec tous les problèmes qu'on connaît derrière, de souveraineté, de capacité à le faire dans des conditions dignes pour les travailleurs et travailleuses qui sont dans les mines dans les différents pays, vous pouvez faire avancer un pick-up, vous pouvez faire avancer 2 citadines, 16 quadricycles, les mini-voitures, ou 200 vélos électriques. Quel est le progrès? Faire avancer une grosse voiture ou faire avancer 200 personnes sur un vélo potentiellement cargo sur lequel on peut mettre des enfants, on peut mettre du fret, on peut mettre pas mal de choses qui peuvent aider. Ce qui paraît assez fouillis sur votre écran, c'est les transports légers, en fait, ces véhicules intermédiaires. Il y a une démarche de l'ADEME qui s'appelle l'Extrême Défi, auquel je vous encourage de vous intéresser, puisqu'ils vous permettent, si vous le souhaitez, d'aller tester des solutions de mobilité intermédiaire sur vos territoires. Alors ça peut être des choses qui paraissent un peu baroques, oui, il y a des vélos qui ont l'air un peu penchés, oui, il y a des choses qui ont l'air un petit peu artisanales, mais vous avez des industriels qui se posent la question. Encore une fois, le progrès, c'est quoi? Avoir des voitures qui conduisent toujours, qui grandissent toujours, qui grossissent toujours, ou trouver une nouvelle façon de se déplacer et ramener les choses à une plus petite échelle. Et vu que le timer passe au orange, je vous mets quelqu'un qui a un peu le teint orange sur cette vidéo. Donc, notre président nous rappelait qu'en tant que population, vous, moi, nous sommes très attachés à la bagnole. On aime la bagnole et lui, il l'adore. Je vais vous dire une raison pour laquelle cette déclaration est indécente. On parle d'un syndrome de Stockholm. Vous n'aimez pas la voiture, vous en êtes prisonnier. Vous n'avez pas choisi la voiture, elle vous tient otage. Et ceux qui ont les clés des menottes, c'est les mêmes qui disent qu'on adore la bagnole. Se passer de la voiture, ce n'est pas un choix. Pouvoir s'engager dans la voiture, ça ne devrait pas être un choix. Et c'est sur ces questions-là que je vais vous laisser.
Attends, excusez-moi, elle va arriver. Justement, la question arrive, et ça va être assez intrusif de ma part, parce que je vais vous poser une question et je vais vous proposer une réponse. C'est quoi le progrès pour se déplacer? Est-ce que c'est être tout seul dans des voitures de plus en plus grosses à mesure qu'elles deviennent plus technologiques? Est-ce que c'est la capacité à se rendre compte qu'être en sécurité sur la route quand on est un vélo, c'est pas la même chose que quand on est une voiture? Et moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de considérer la chose suivante. Et si se déplacer, ce n'était pas un devoir, mais c'était un droit? Se déplacer sans carbone, c'était un droit auquel chaque citoyen et citoyenne devrait avoir accès. Et ça tombe bien, la question des droits, elle est politique. C'est avec ça que je vous laisse ce soir. Merci et au plaisir d'échanger.